Donc voilà. Alors, ça, on va faire un petit cours pratique d'introduction. D'introduction au système RNP. Et du coup, avant de commencer, on fait toujours ça. Ça permet de clarifier les choses et surtout, c'est une simple étape d'identification de vos attentes initiales qui peut vraiment faire toute la différence. Du coup, on vous invite à écrire dans le chat. On a notre chat ouvert. Quelles sont vos attentes? On espère que vous en avez tout autant que nous. Du coup, quelles sont vos attentes par rapport à ce soir et quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous espérez apprendre, découvrir ce soir en participant à ce cours? Clarifier ma compréhension. Salut Guillaume, ça va bien? Ça roule. Tu vas voir qu'il y a pas mal de billes qui viennent, enfin qui vont faire écho à Labo Intro, qui est la première étape de la formation en fait. Les autres, je ne sais pas combien de personnes il y a de présents, une vingtaine, une trentaine, quarantaine. Ouais, une trentaine. Ok. Tac. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos objectifs? Deux phrases simples à noter dans le chat, s'il vous plaît. Et nous, ça nous permettra également de savoir sur quoi appuyer sur les prochains séminaires. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une suite logique de trois cours qui vont être donnés là pendant ces 10 prochains jours. Donc là, il y a le cours ce soir avec nous, on va faire de la pratique. Il y a enfin, c'est même une réunion avec Mathieu Bouchard, ce sera le 5 mai. Mathieu Bouchard, il est considéré comme un des des meilleurs formateurs en nutrition qui existe. Donc, on a l'occasion de l'avoir là sur un webinaire. Donc, ce sera le 5, c'est jeudi soir. Et le 10 mai, on va faire encore un cours un petit peu plus spécial où ça sera vraiment de la mise en pratique et comment incorporer les choses que l'on fait directement dans son entraînement ou en cabinet si vous êtes thérapeute, etc. En fonction de ce que vous allez voir aussi. Donc on fait vraiment, nous on essaie vraiment de faire de l'individualisation à 100%. Il n'y a rien de générique. Donc pour moi, premier avec la baume, j'ai fait la formation posturo sur SSCS. Donc la formation posturo SSCS, c'est une formation, on va dire, condensée sur la posturo que j'avais créée pour SSCS. Et je vais approfondir certaines notions. OK. Lionel, réviser l'approche labo RNP. Guillaume, objectif évaluer si ce que je mets en place pour moi est correct. Alors, c'est NIRES, apprendre l'approche RNP. Mathilde, introduction à la méthode et découverte. Objectif, anticiper la formation et comment intégrer sur du coaching. Yes. Béa, voir ce que je pourrais mettre en place au cabinet, pourquoi pas approfondir. Ok, bah c'est cool. Vous avez plein d'attentes et on espère que vous allez déjà avoir quelques idées de mise en pratique dès ce soir. Nires qui dit voir s'il y a des choses applicables dans ma profession d'éducateur sportif. Yes. Et donc, du coup, s'ensuit un pourquoi, le why. Pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur? Est-ce que c'est pour faire progresser votre pratique? Est-ce que c'est pour vous? On attend. Pour vous, pour vos sportifs, pour vos clients, vos patients, ça dépend ce que vous avez. Est-ce que vous êtes, moi je sais pas, la plupart coach sportif ou thérapeute? Pour progresser dans ma pratique, que ce soit avec mes patients ou mes sportifs. Donc Béa, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Continuer pour moi et ceux que j'accompagne pour augmenter leur perf. Béa est ostéopathe et éducatrice sportive. Ok. Lionel, pour faire progresser ma pratique et pour coacher en individuel toutes sortes de profils, sportifs ou non. Stéphanie, Mhm. de mon côté, voir en direct à quoi ressemble réellement un rendez-vous selon votre approche. Alors, tu verras pas Je te forcément rappelle. comment tu vas faire un rendez-vous ce soir. Il y aura peut-être des petites notions si tu arrives à, à pointer du doigt pendant la présentation. Là. On va faire une petite partie théorique et après une grosse partie pratique. Voilà, tu auras des petites idées. Nires, pour moi aussi, mais aussi pour mes adhérents. Lindit, pour faire progresser mes athlètes, mais également pour moi-même. Jérôme, faire mieux, bouger nos adhérents, ok. Et
dans un premier temps, tester sur moi. Anne, améliorer la prise en charge de mes patients atteints de patho-neuro et aussi de troubles posturaux. Anne, t'es ostéopathe aussi, hein, me semble-t-il. Donc, Anne, yes. Bah, Anne et d'autres, hein, comme Lindit, merci pour votre confiance parce que vous êtes inscrits aujourd'hui sur la formation. Vous faites partie de la dizaine de personnes là, qui sont inscrites aujourd'hui. Ça nous fait super plaisir. Merci beaucoup. Ok. Petite présentation, vas-y, Romain, je te laisse te Ouais, comme présenter. il y a vraiment beaucoup de nouveaux, on avait vu sur les inscrits, du coup, on s'est dit qu'on allait refaire une petite présentation. Du coup, je m'appelle Romain Cacevenda, je suis préparateur physique, donc je travaille essentiellement à distance avec des sportifs individuels, mais aussi avec des équipes. Actuellement, Strasbourg Handball qui est en Pro League, Guy Ferdange en BGL League, première division luxembourgeoise, le pôle France Athlé en lancer de javelot et pas mal de rugbyman, de handballeurs en main dive, de footballeurs en main dive, etc. Enfin bref. Mon idée de la préparation physique, elle est assez simple. C'est que j'ai eu un passé de sportif qui m'a amené à ne pas progresser en suivant les soi-disant meilleurs plans pour ma discipline. Ce qui m'a amené très jeune à me poser des questions sur l'individualisation. Et je vois la préparation physique tout simplement comme le pourcentage de réussite qu'on peut avoir à l'année. Et c'est un peu le ratio de Zatiorski. Et c'est la seule idée qui drive en fait mes prises en charge en prépa physique. Du coup, le ratio de Zatiorski, vous le trouverez assez facilement. C'est 85% de réussite et au-dessus, c'est très bon. 75, c'est bon. 65, c'est pas bon. Et ça m'a amené assez jeune, enfin assez tôt, donc en 2011, à m'intéresser à la posturologie, de manière à apporter des billes pratiques pour des problématiques de terrain que je rencontrais avec des athlètes. S'en est suivi des formations sur la neurologie fonctionnelle, comme ils appellent ça chez les Américains, donc les chiropracteurs américains en 2015, puis Mathieu Boulet en 2019 et 2017, et etc., etc. Voilà pour moi. Ah. Donc moi je m'appelle Adrien Chartier, donc à la base je suis préparateur physique, j'ai commencé dans les sports de combat, etc. Puis après j'ai déboulé dans le monde de la posturo. Pourquoi? J'ai toujours été un amoureux de la technique, que ce soit dans la gestuelle, de la performance, donc quand on fait de la préparation physique, etc., ou dans mon domaine des sports de combat. Et en tant qu'amoureux de la technique, je comprenais pas au début pourquoi, quand je corrigeais quelqu'un, bah, il comprenait pas pourquoi je corrige, enfin, pourquoi et comment faire surtout, alors que je lui apportais j'essayais de lui apporter des améliorations dans son mouvement, et puis je voyais, punaise, il arrive quand même pas à se corriger tout seul, alors qu'on revenait sur la technique, etc., etc. On n'arrivait pas à améliorer certaines notions comme bah, la mobilité. Alors, vous savez, en boxe pied-point, bah, des fois on essaie de faire beaucoup d'assouplissements et d'étirements pour améliorer la mobilité et dans la vieille école. Et en fait, je m'apercevais que bah, ça marchait pas tant que ça. Donc j'ai commencé à me former dans tout ce qui était milieu fonctionnel avec le FMS. Quand la première fois que le FMS est venu en France, là, c'était à Paris en 2015, je crois. Donc, je me suis formé là-dedans, auprès de pas mal de gens en fait, connus, etc., dans ce milieu. Je faisais appliquer des protocoles qui étaient lourds et longs à faire à peu près quotidiennement par les athlètes. Et je m'apercevais que c'était trop fastidieux et chronophage et que les gens, au bout d'un moment, ils lâchaient. Et en fin de compte, on se retrouvait avec ben, des gains qui étaient vraiment très approximatifs. Sur certaines personnes, ça marchait, mais sur beaucoup d'autres, ben voilà, quoi, c'était limité. Et au fur et à mesure de mes rencontres et de mes formations, donc j'ai rencontré Vincent Estignard, Didier Ress, sur un séminaire où ça parlait de posturologie. Je suis sorti de ce séminaire, j'ai vidé mon portefeuille pour faire toutes les formations qu'ils m'ont recommandées. Et du coup, je suis passé par les réflexes archaïques, Mathieu Boulet, je suis passé par le CUS, orthokinésie internationale, enfin, et plein d'autres formations. J'ai fait plusieurs formations en posturologie, j'ai fait plusieurs formations en neurologie fonctionnelle. On est beaucoup allé voir ce qui se passait aussi outre-Atlantique pour comprendre ce qu'il y avait au-dessus de tout ça. Et on s'est aperçu en fin de compte qu'on pouvait optimiser le mouvement assez rapidement. Et c'était moins fastidieux que de faire 1 heure de séance d'assouplissement tous les 2, 3 jours pour gagner en mobilité, en force, en stabilité, etc., etc. Et je suis quand même resté assez frustré
par toutes les approches que j'ai faites, dans le sens où il y avait jamais. On parlait de liens qu'il fallait aller voir à gauche, à droite, etc. Mais les formations ne faisaient pas ce lien. Alors que nous, dans nos suivis, parce que Seb et Romain, on se connaît depuis quelques temps, on travaille ensemble depuis longtemps maintenant, et on a une approche qui est similaire, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés un moment ici. On a tout de suite, dès qu'on s'est formé, on a intégré les différentes choses qu'on a apprises à gauche, à droite, les lectures qu'on a vues, la veille scientifique qu'on a continué à voir, etc. Et on a remarqué en fait qu'il fallait faire du lien pour essayer de progresser parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs. Et l'être humain a besoin d'une approche holistique pour vraiment être bien pris en compte. Et il n'y a pas que la posturo qui marche, il n'y a pas que la neurologie fonctionnelle qui marche. Alors ce soir, c'est sûr qu'on va se centrer là-dessus, sur la neurologie fonctionnelle, mais on parle aussi de l'aspect mental, on parle de plein de choses et on n'oublie pas même les fasciaires, etc. Il y a plein de choses quand même qui rentrent en compte dans l'approche de l'être humain. C'est ce qu'on essaie de développer du coup avec Labo RNP. En gros, Labo RNP, on essaie vraiment de faire un lien et de vous montrer un petit peu euh, nos réflexions où elles ont abouti. Tac. Est-ce que vous avez des questions en attendant? Alors Seb n'est pas là ce soir, malheureusement. Enfin, heureusement pour lui parce qu'il est en vacances au soleil, mais malheureusement pour nous, il sera là dès jeudi. Alors il y a Stéphanie qui nous dit qu'elle cherche un praticien susceptible de le recevoir à Paris, histoire de fiche dehors le stress enquisté dans mon corps. Ok. Bah, Stéphanie, moi ce que je te propose de faire, bah, c'est si tu es inscrit ce soir, c'est que tu as reçu un mail de notre part. Tu nous envoies un petit mail en réponse là, au mail du webinaire de ce soir et on te conseillera des personnes. Il n'y a pas de questions? Ok. Parfait. Tout part de là. Ça, c'est un résumé, on va dire, de l'approche RNP qu'on va essayer de détailler dans les prochaines slides pour que vous compreniez un peu de quoi il revient quand on parle d'entrée sensorielle, à quoi ça correspond cette balance avec de la survie d'un côté, de la sécurité de l'autre, où on peut aussi parler de performance, à quoi correspond ce buzzer de survie, il y a les entrées sensorielles qui rentrent dans un filtre d'interprétation qui est quelque chose qui est très important aussi et qui comprend quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement en tant que préparateur physique, c'est les non-concordances sensorielles. La plus connue, par exemple, ça va être le mal des transports, mais il faut savoir que dans le sport, il peut y avoir des toutes petites non-concordances sensorielles qui peuvent amener à des baisses de performance, tout simplement parce que dans le filtre d'interprétation, vu qu'il y a mismatch, le corps est fait pour la survie et il va envoyer, imaginons, des grains de riz du côté de la survie sur la balance. Et donc, du coup, on sera plus du côté survie que du côté performance. Tout part de là et on y revient un peu plus tard. Tu peux aller sur la slide suivante. On se Yes. concentre dans l'approche RNP à la fois sur l'interprétation. Vous allez le voir dans une slide un peu plus loin, restez bien attentifs, mais aussi sur les inputs, c'est-à-dire les entrées sensorielles. Il y a 3 entrées sensorielles qui sont prédominantes, que sont le vestibulaire, tout ce qui est oculaire et tout ce qui est proprioception. Et on pourrait parler de quelque chose de plus large, mais on va parler juste de proprioception. Le cerveau, il va gérer ces 3 systèmes. Ces 3 systèmes envoient en continu des informations au niveau du cerveau. Ce cerveau va interpréter ces informations et voir si elles sont concordantes les unes avec les autres. Il y a un système de filtre. Quand il y a un surplus, quand il y a des erreurs, quand il y a des mismatchs, le cerveau va faire une chose toute simple, c'est qu'il est branché pour la survie. La survie, c'est simplement, si j'ai un problème vestibulaire, quand je marche, mon cerveau va faire en sorte que je ne tombe pas avant de me faire courir vite. Donc, du coup, il va utiliser de l'énergie pour ne pas tomber et c'est de l'énergie qu'on ne pourra pas utiliser pour courir vite, par exemple. Ce qui nous amène à une idée toute simple dans RNP qui est que le sportif que vous avez en face de vous a un potentiel de 100% et en fonction de la balance qu'on a vue précédemment, si la balance est un peu du côté survie, on enlève des pourcentages de performance possibles parce qu'il y a une partie qui est dédiée à la survie, qui est par exemple ne pas tomber. Ces 3 GPS sont des aptitudes. Une aptitude veut dire que, donc proprioception, vision et vestibulaire, veut dire qu'on peut les entraîner. Et s'il y a un des systèmes qui est compromis, bien sûr, on peut contrebalancer avec les autres, mais l'ensemble,
parce qu'on parle de quelque chose de systémique, va en pâtir. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la performance. En tout cas, moi, en tant que préparateur physique. Est-ce qu'il y a des... Ouais, on va aller sur la slide suivante, on ira sur les questions sur la fin de la réflexion. Il y a des concepts qui sont fondamentaux. Le premier objectif, c'est la survie. Le second objectif, c'est le mouvement. Pour faire ça, il nous faut du carburant. Le carburant, c'est l'oxygène et c'est aussi le glucose. Il y a aussi une idée d'activation. L'activation, c'est tout simplement utilise-le ou perds-le. Et c'est le fait de devoir faire et refaire des choses pour l'apprendre, etc. Et c'est tout ce qui est myélination. On parle également de sensoriel avant moteur. C'est une idée de clarté de la carte. Quand on parle de proprioception, par exemple, ça va être ta capacité de mapper l'ensemble de tes articulations sur toutes les vitesses et toutes les amplitudes. Il y a différents récepteurs, bien évidemment. Donc, quand on va parler du vestibulaire, ça va être de gérer toutes les vitesses angulaires de la tête, de gérer tout ce qui va être mouvement de la tête et du coup, avec une cible au niveau des yeux, etc., etc. Donc, il y a plein de sous-systèmes qui doivent toutes envoyer de bonnes informations pour qu'il y ait une bonne interprétation, c'est-à-dire une balance, la balance qu'on a vue tout au début, qui soit la plus équilibrée possible, voire du côté sécurité, pour qu'il y ait 100% du potentiel qui soit dédié à la tâche motrice, et pour que derrière, justement, il y ait une tâche motrice qui soit la plus efficiente possible. On peut aller sur la slide suivante. Ça, c'est un schéma de base qui va reprendre en fait l'idée qu'on avait au début avec notre balance. D'un côté, vous avez les inputs, les infos sensorielles qui viennent du proprioceptif, du vestibulaire, du visuel, qui vont, par conduction nerveuse, amener des afférences au niveau du cerveau. Old brain, new brain, merci pour l'anglais, avec interprétation, etc. Ça va remonter vers le lobe frontal en passant blablabla. Bla, 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 bla. Il y a une prise de décision qui est faite pour un mouvement, un output. Si ce n'est pas sécuritaire, le mouvement sera réalisé avec une sorte de frein à main. Et c'est le côté survie de l'équation dans notre balance. Si toutes les informations qui rentrent dans le système sont de bonne qualité, du coup, on enlève un peu le frein à main et on vient chercher les 100% possibles qu'on a devant nous au niveau de l'athlète. Et du coup, on peut aller sur la slide suivante. C'est résumé par ça. Yes. Juste avant. Si tu veux Ouais, pardon. Je vais trop Est-ce vite. que vous avez des questions sur cette première partie? Je sais pas, je pense avoir été clair, mais vous pouvez les poser dans le chat. N'hésitez pas, hein, on est là à votre disposition. Nous sommes vos choses. Alors, marquez ce que vous, Doucement. ce que vous voulez bien. Donc, du coup, l'approche RNP, elle est assez simple. L'approche RNP, c'est d'aller checker les récepteurs sensoriels dans les différents mouvements, on va dire, et on va surtout se concentrer sur un mouvement qui est réalisé de manière autonome, qui est la marche. Au travers de la marche, on va pouvoir observer et émettre des hypothèses qui vont nous permettre, grâce à ces hypothèses, on va aller choisir des tests. On en a plus de 60 ou 70. On choisit ces tests par rapport à l'hypothèse à la marche de manière à avoir une confluence de données, une confluence de testing qui valide les hypothèses à la marche et donc qui valide des systèmes sensoriels qui posent souci et où les informations sensorielles sont de moins bonne qualité. Si ces informations sensorielles sont de moins bonne qualité, le centre d'interprétation de décision va détecter un mismatch. Il va y avoir un surplus d'informations, il va y avoir des erreurs, etc. Ce qui va amener le filtre d'interprétation à emmener, on va dire, comme s'il y avait du riz qui tombait dans ce filtre-là, tout ça du côté survie. Il y a un moment donné, il y a un buzzer de survie. Si le poids du côté de la survie est trop important, on va venir activer le buzzer de la survie. Le buzzer de la survie, c'est simplement quand les entrées sensorielles sont trop importantes et trop du côté mismatch, il va y avoir un output de survie qui va se mettre en place. Cet output de survie, c'est simplement des fatigues, des vertiges, des tensions, des douleurs, des pertes de force, des pertes de mobilité. En gros, ce sont toutes les sorties motrices du corps et les sorties du corps qui informent qu'il y a un souci. Du coup, tu peux aller 2 slides plus loin, s'il te plaît. Et on reviendra sur celle d'après.
On a un continuum de performance assez simple qui est en lien avec cette balance. D'un côté, vous avez la performance qui concerne la liberté de mouvement, la bonne coordination, la force, l'équilibre, la vitesse, la santé endocrinienne, immunitaire. Donc, c'est assez systémique. Et de l'autre côté, du côté survie plus, vous avez tout ce qui est douleur, fatigue, manque de mobilité, vertige, etc. Et tout ça, on va travailler dessus en améliorant la qualité des entrées sensorielles, la qualité des conductions nerveuses entre les entrées sensorielles et le centre d'interprétation. On va améliorer l'interprétation et on peut améliorer aussi l'efférence, c'est-à-dire la conduction, c'est les nerfs en fait, entre un mouvement qui part du lobe frontal gauche pour bouger le bras droit. Il y a des nerfs qui passent pour bouger toutes les structures, c'est-à-dire les muscles. Ces nerfs, ils peuvent être travaillés et on peut travailler dessus pour qu'il y ait une meilleure conduction, on va dire. Donc, on va travailler en fait sur RNP, on le dit souvent, il ne faut pas oublier ce que vous faites déjà. Ce que vous faites déjà en tant que préparateur physique, si on remonte 2 slides avant, 3 slides avant, OK. En tant que préparateur physique, on se concentre tout en haut à gauche sur l'output, le mouvement. On va analyser les mouvements, etc. En faisant ces mouvements, bien évidemment qu'on va jouer sur les récepteurs sensoriels. Bien évidemment qu'on va jouer sur l'interprétation, la prise de décision. On va jouer sur l'afférence, on va jouer sur l'efférence. Mais en travaillant que sur le mouvement sans être ciblé sur les centres d'interprétation ou les entrées sensorielles, c'est comme tirer avec un gros bazooka et on va espérer que ça s'améliore. Alors que l'approche RNP, c'est beaucoup plus du côté et ça vient de nos expériences passées, etc. Le mode sniper, on va aller chercher en fait les récepteurs sensoriels, les entrées sensorielles qui posent souci. On va aller mettre en place des exercices bien précis sur ces entrées sensorielles de manière à améliorer le mouvement. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver par moment avec un travail de poursuite d'un côté bien précis dans un cadran qui va améliorer un squat. Il n'y a pas réellement de lien quand on réfléchit juste mouvement-output. Pourtant, il y en a un qui est très important si on réfléchit à toute la boucle du mouvement, en fait, et ce qu'est le système nerveux. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Vous Sinon, parlez je peux essentiellement partir. d'une observation de la marche, demande Thomas. On va en reparler après, parce qu'il y aura on le Ouais, présentera en slide. exact, Thomas. Personnellement, enfin, oui, on part essentiellement de la marche. Tu peux partir de la course si tu veux, mais il faut un œil un peu plus fin. Mais en vrai, on part que de la marche. Tu peux utiliser l'observation de la statique aussi. C'est concomitant avec l'observation de la marche. Et en vrai, l'observation de la statique, c'est très très bien pour normer, mais tu vois la même chose à la marche en fait. Voilà. Ça, c'est ce que j'utilise en pratique sur le terrain. Et en vrai, j'utilise ça tout simplement parce que les athlètes, quand ils rentrent dans la salle, ils marchent. Et ils ne se sentent pas observés ou quoi. Simplement, tu les fais marcher, tu les regardes marcher et tu vois énormément de choses. On peut aller sur basse performance, VO, VS, haute performance. Yes. Quand on parle du système nerveux central, il faut savoir que les changements, ils sont immédiats. Les changements sont individuels. Donc, immédiat, c'est-à-dire que si tu cibles la bonne entrée sensorielle, que tu travailles dessus, derrière, ça peut avoir un impact sur les centres d'intégration, dans le sens où ils vont se dire, on en revient à la balance de menace. Si on améliore en fait l'entrée sensorielle, on peut se dire, pour faire un énorme raccourci, qu'en faisant un travail ciblé sur cette entrée sensorielle et sur ce petit truc qui pose souci, au lieu que le petit grain de riz qui tombe aille du côté survie, d'un coup, il passe du côté sécurité. Parce qu'il y a un mismatch moins important. Ah, en fait, c'est sécuritaire. Exemple, un problème vestibulaire à droite. Si, quand la personne, elle fait ça, elle a tendance à tomber très fortement et ça la met du côté survie, en faisant un travail vestibulaire pour que le cerveau comprenne que, ah, en fait, ça, c'est pas si dangereux que ça, du coup, dès qu'elle va réaliser les mouvements par la suite, les outputs par la suite, c'est comme si on avait enlevé un peu du frein à main. Et donc, du coup, tous les outputs vont être améliorés. Et ça, c'est vachement intéressant. Après, on peut aller beaucoup plus finement dans est-ce qu'on va améliorer la stabilité réflexe? Est-ce qu'on va améliorer le mouvement volontaire? Est-ce qu'on va améliorer sur les fléchisseurs? Est-ce qu'on va améliorer sur les extenseurs? Et ça fait partie du tronc cérébral et de la réflexion autour du tronc cérébral et des nerfs crâniens. Mais c'est assez facile à comprendre. Une fois qu'on a la boucle, c'est assez facile à comprendre.
Quand on parle du système nerveux, les changements sont individuels. Chaque personne a des problématiques, si on peut dire, qui sont individuelles. Et donc, du coup, au travers de la marche, chaque personne marche un peu différemment, a des problématiques sensorielles un peu différentes et a des problématiques d'intégration un peu différentes. Et c'est assez facile, au travers de la marche, d'aller cibler les problématiques des personnes qu'on a en face de nous. Euh, il y a un truc qui est intéressant, le cerveau, le lobe frontal gauche contrôle les mouvements volontaires du côté droit du corps et amène une stabilité réflexe par le tronc cérébral du côté gauche du corps. Le lobe frontal droit contrôle les mouvements volontaires du côté gauche du corps et amène une stabilité volontaire du côté droit du corps. Partant de ce principe-là et de ce constat-là, les deux côtés du corps se testent de manière séparée quoi qu'il arrive. Les exercices basse performance, ce sont les exercices où, quand on va cibler un système sensoriel, il y a une diminution de l'output, c'est-à-dire qu'on augmente la menace, qu'on rajoute du poids du côté survie de la balance. Ils ne sont pas à être ignorés. Souvent, quand vous regardez nos vidéos, etc., il y a des matchs et on augmente tout de suite la performance. On augmente l'output. Quand je parle de performance, c'est l'output. Ça peut être de la force, de la mobilité, de la vitesse, etc. Le plus pratique, c'est souvent de tester la mobilité, en fait, quand on est dans le cadre d'un Zoom ici. Donc, on va améliorer la mobilité instantanément. On va pouvoir le voir juste après. Il y a d'autres exercices pour certains sportifs et même des personnes lambda qui vont diminuer la mobilité, diminuer les outputs et qui sont en fait trop menaçants pour la personne. Ils ne sont pas à être oubliés. Ils se placent simplement dans le plan de manière différente. Je vous dis ça ici parce que simplement, on va se concentrer sur le reste du cours, sur tout ce qui est haute performance et donc ce qui améliore la performance. Juste pour vous dire, c'est une petite aparté pour vous dire qu'ils ne sont pas à être oubliés et ils se placent en sandwich au milieu d'exercices haute performance. On a aussi quelque chose en tête quand on va travailler beaucoup sur la proprio, sur le vestibulaire, sur le visuel. Ta réponse à un exercice peut être modifiée par la vitesse, l'amplitude ou la charge. Et donc, du coup, la proprio se réalise aussi en charge, se réalise aussi sur petite amplitude puis grande amplitude. Et là, on parle de réflexe arthrocinétique comme base de travail première. Le réflexe arthrocinétique, c'est simplement si tu as une articulation qui est mal mappée dans ton corps, où il y a des compressions articulaires, on va dire, la force au niveau des muscles autour de cette articulation sera diminuée. L'objectif va être de libérer de l'espace au niveau de l'articulation pour qu'il y ait une carte la plus claire possible de cette articulation dans l'espace et dans le temps. Si on parle de temps, il y a différentes vitesses. On peut aller sur la slide suivante, sauf s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions. Si je vous endors, vous me le dites. Normalement, ça doit aller. Il y a un Dose débit minimale effective. d'information. Dose minimale effective, c'est comme en médecine, il y a une dose appropriée et inappropriée. On parle beaucoup de vaccins, je vous réfère à ça, on est tous spécialistes maintenant. La dose, elle est déterminée pour la personne et pour l'exercice, et l'individualisation, elle est la clé en fait. Du coup, on va préférer de la quantité de qualité, et la quantité de qualité se réalise par des séquences ciblées à différents moments de la journée. On ne va pas s'amuser à faire des séances d'une heure, etc. Ce qui fait qu'en l'idée générale de RNP va être, je regarde juste ce que j'ai après, ouais, c'est bon. L'idée générale de RNP va être d'individualiser rapidement des exercices sur moins de 7 minutes, donc moins de 7 minutes pour faire un bilan et mettre en place des exercices, ce qui correspond à la plupart des personnes, c'est-à-dire les préparateurs physiques, les kinés, etc., en exercice. On n'a peut-être pas le temps de faire 1 heure et demie de bilan, sauf si on développe un côté posturologie, comme l'ont fait Adrien, comme l'ont fait Sébastien, avec grande réussite. Tu peux te mettre posturologue et donc, du coup, faire des bilans complets et accompagner uniquement sur ce versant-là. L'idée de RNP, c'est d'agréger les connaissances de différentes entités et courants de pensée autour de ces pratiques qui concernent le cerveau et le corps humain dans le mouvement et dans la performance sportive, de manière à mettre en place très rapidement, de voir très rapidement des choses et mettre en place des exercices immédiatement qui matchent avec les sportifs. On part de la marche, tu peux aller sur l'exercice, la slide suivante. On a un entonnoir d'analyse tout simple qui amène à un programme d'exercice. Dans un premier temps, quoi qu'il arrive, et ça, même si vous êtes coach, vous le faites, c'est une anamnèse. Simplement un historique de blessure, pourquoi la personne vient, etc. Vous avez certainement votre propre anamnèse. Derrière, il y a une simple analyse de la marche qui amène à des hypothèses.
Ces hypothèses sont appelées à être vérifiées par l'étape suivante qui est la confluence de données, qui permet d'affiner le testing et d'affiner les observations sur le système nerveux de la personne. C'est le système nerveux de la personne qui nous donne les informations, en fait. Grâce à cette confluence de données et l'affinage au travers, on a 70 tests maintenant, peut-être même plus, et qu'on va pouvoir choisir en fonction de ce qu'on observe à la marche. Cet entonnoir nous amène à une sélection des exercices pour validation. Et cette étape sélection d'exercices, validation, c'est à ce moment-là qu'on va tester aussi des sorties motrices. Tu peux aller sur la slide suivante. Ouais. Un test de sortie motrice qui va tout simplement être, par exemple, un test de mobilité, un test de force, quelque chose qui parle à la personne. Ça peut simplement être un test, ici, ok, vous me voyez, un test de rotation externe parce que la personne a une douleur. Donc, du coup, on va faire un test de rotation externe pour un handballeur qui a une douleur, par exemple. Ça peut être tout simplement un test de squat filmé et regarder un peu la dynamique en squat. N'importe quelle sortie motrice, en fait. Cette sortie motrice, ce test d'output, il est là, en fait, pour la personne, pour que la personne soit engagée dans le processus, qu'elle voit qu'il y a des effets immédiats. Mais oui, il y a des effets immédiats, mais c'est un peu comme de la PAP. C'est-à-dire, oui, tu peux avoir des effets immédiats que tu vas pouvoir utiliser par la suite pour aller plus vite sur tes jumps, etc. Mais c'est quelque chose que tu vas devoir travailler. Et ce n'est pas parce que tu as eu des effets immédiats que c'est des choses qui vont rester. Oui, c'est possible et c'est très rare pourtant, mais si on cible bien que ça reste ad vitam aeternam, on va dire. Mais l'idée, c'est surtout d'aller trouver les entrées sensorielles qui posent souci, d'aller faire une sorte de PAP à l'échauffement, par exemple, sur ces entrées sensorielles, de manière à ce que sur le reste de la séance, tu aies moins les soucis de mismatch sensoriel qui étaient amenés par les problématiques sur ces récepteurs sensoriels-là. Et là, on parle d'individualisation. Et c'est cette idée aussi qui nous amène à vous dire de faire ces exercices régulièrement dans la journée, de manière à avoir un effet un peu continu jusqu'à ce que ça soit totalement réintégré. Cette réintégration, vu qu'on parle de réintégration, on peut se fier aux réflexes archaïques, où les réflexes archaïques font partie prenante de notre approche. On va tester les différents réflexes archaïques. On vous apprend et on met en place des réintégrations en isométrie. Suite à une réintégration en ISO, c'est 6 semaines de travail tous les jours sur différents exercices pour valider une réintégration. Sur la neurologie fonctionnelle, on pourrait suivre le même principe. Un exercice, il va falloir que tu le fasses tous les jours, le matin et avant l'échauffement. Mais déjà avant l'échauffement, si tu t'entraînes tous les jours, c'est déjà quelque chose de top. Pendant 6 semaines, pour qu'il soit totalement intégré avec toutes les consignes qu'on donne sur la réalisation des exercices. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, il n'y a personne qui peut parler. Ouais, il y avait un gros débit de. Vous pouvez Pardon, je prendre parle le. Non, mais ils peuvent prendre le la parole micro, ouais, s'ils si vous voulez. veulent. Vous pouvez écrire vos observations, vos questions, si vous voulez. En gros, ce que Romain a présenté, c'est on essaye d'aller très rapidement individualiser le pourquoi ça va pas chez quelqu'un et de trouver des éléments correctifs. Et l'objectif c'est de le faire en 7 minutes. Et les exercices qu'on va donner un petit peu tous les jours, en guise de PAP, comme il disait, c'est la post-activation par potentiation. Ça veut dire stimuler le système nerveux juste avant de la séance. C'est des petits exercices qui vont vous prendre 1, 2, 3 minutes maximum. Et on est loin, en fin de compte, de ce que nous, on trouvait avant chronophage, de faire des exercices qui allaient durer une demi-heure, 1 heure chaque jour pour venir travailler sur une optimisation du corps humain. Alors, il y en a qui nous disent oui, c'est clair, oui pour moi. Les exos de base, perf, tu les fais en sandwich, c'est-à-dire avec ton maillot. Maillot, C'est-à-dire que tu vas salade, mettre, en tomate. gros, tu vas mettre ton exercice de basse perf. Tu vois, celui qui va t'entraîner, donc du coup, une performance un petit peu moindre. Bah, tu vas le mettre avant, avant On et va le après, mettre au tu vas mettre milieu. un exercice high perf, quoi. Tu le mets au milieu. Donc, il est pris en sandwich entre deux exercices de high performance. Donc, tu as deux exercices qui vont tout de suite améliorer ta rotation externe. Tu en as un exercice qui va pas trop l'améliorer, bah, hop, tu le mets au milieu. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même pas oublier que cet exercice de basse perf, bah, il est quand même bon pour ton corps. Sauf que si tu fais ça juste avant une séance de sport, on cherche quand même à optimiser le mouvement sportif, quoi. Ouais, et c'est placé en sandwich, loin des séances de sport.
si tu es sportive, etc. C'est-à-dire, c'est Mm. à réaliser, par exemple, le matin au réveil ou le soir avant de te Le coucher, soir. mais c'est pas quelque chose que tu vas utiliser 1 heure avant l'échauffement ou à l'échauffement ou pendant la séance. C'est C'est OK bon? pour tout le monde? De toute façon, si vous avez des questions, vous continuez à les poser et au fur et à mesure, on prendra un temps pour y répondre. Ok. Donc là, l'objectif, c'est on va passer à la partie pratique. Donc, ce qui pourrait être cool, bah, c'est d'allumer vos caméras. Pourquoi? Parce qu'on va essayer bah, en même temps de vous observer et puis essayer de voir les améliorations, les corrections qu'il y a apportées, etc., etc. Surtout si les exercices sont pas trop bien exécutés, c'est voilà, c'est vraiment pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez participer pleinement, ça serait cool. Alors, Anthony qui nous dit les exercices que tu dois effectuer durant 6 semaines pour intégrer. Cela se fait uniquement les réflexes archaïques et isométriques. Alors, les 6 semaines de réintégration, c'est ce qu'on prescrit en général pour les réflexes archaïques. Tu vois, on dit il faut 6 semaines à peu près pour réintégrer un réflexe archaïque. Des fois, ça peut être le double, des fois le triple, des fois le quadruple, et des fois en 3 semaines, c'est intégré. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de vérité en fait. Et en moyenne, voilà, ça dure 6 semaines. Il y a des gens, on va les suivre tout au long d'une année et on va travailler sur le réflexe archaïque qui posait problématique tout au long de l'année. Parce que voilà, il est toujours un peu présent. Alors, voilà, des fois, il y a des raisons sous-jacentes, il y a des choses qui font que ce réflexe archaïque sera peut-être présent quand même toute sa vie. Nous, l'objectif, c'est de rendre la personne un peu meilleure chaque jour par rapport à la veille. Tu auras peut-être un réflexe archaïque qui sera jamais intégré à 100%, mais il sera toujours un peu mieux quand il sera travaillé par rapport à la veille. Et après, il faut aussi, je pense, arrêter de croire que, tu sais, quand tu donnes des exercices correctifs aux gens, et qu'une fois que c'est intégré, eh ben, on les fait plus du tout, tu vois. Quand tu vas faire, alors peut-être que tu les feras plus tous les jours, une fois que c'est intégré, mais quand tu feras ta séance de sport, si tu sais que tu as des exercices qui pour toi sont hyper, bah, tu vas peut-être les garder longtemps comme routine d'échauffement, en fait. Ça deviendra ta routine d'échauffement. Ok. On va. L'idée là maintenant, c'est de passer donc un peu à la pratique et puis de se dire, on va essayer de prendre deux, trois tests. Ok. Donc on va clairement tester l'output. Donc l'output, pour rappel, c'est tout ce qui est mouvement. Et vous prenez ceux que vous avez envie. Et à chaque fois qu'on va faire un exercice, vous allez derrière retester pour voir s'il y a des améliorations ou pas. Il peut y avoir des améliorations. Il peut y avoir aucune amélioration, aucun changement, et il peut y avoir par contre quelque chose qui va diminuer votre mouvement. Donc, je vais vous donner l'exemple de 3 exercices, mais vous, peut-être que vous en aurez d'autres qui vont vous parler parce que vous avez un manque de mobilité quelque part. Le premier exercice qu'on va faire, bah, c'est celui que Romain a montré tout à l'heure. Vous savez, vous allez prendre le bras là, hop, je mets bien en face, 90 degrés, et vous allez venir en rotation externe. Ce qu'on va faire, c'est à chaque fois pour essayer de limiter le biais, parce que le mouvement forcément va vous aider à aller un peu plus loin, on va toujours faire 3-4 répétitions en échauffement. Ok, on regarde toujours la tête bien droite et on va le plus loin possible. Ok, ça pourrait être le premier mouvement qu'on va faire. Ok, vous pouvez le faire. Comme ça, vous voyez où vous en êtes. Quand vous cherchez à droite ou à gauche, si aujourd'hui, par exemple, vous dites ah, je suis limité au niveau de l'amplitude à gauche, bah, prenez votre côté gauche, bien qu'il faudrait tester le côté gauche et côté droit de manière individuelle. Donc, vous pouvez faire les deux côtés. Vous dites d'abord un côté, ensuite l'autre côté. Je regarde en même temps et quand je vois que tout le monde a à peu près fait, pour ceux qui n'ont pas allumé leur caméra, euh, on estimera que c'est fait aussi. On vous enverra pas de virus ce soir, vous inquiétez pas. Mmh. On vous en veut pas. Ok, ça c'est le premier test. Deuxième test, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un test de two touch. Vous savez ce que c'est le two touch? C'est on va mettre les pieds joints, on va garder les genoux tendus, on va chercher à aller toucher avec ses mains là où on peut, on va essayer de descendre le plus bas possible. Pareil, on va le faire 3-4 fois. On y va tranquillement. Et la dernière répétition, on essaie d'aller le plus bas possible.
Et donc là, vous notez où est-ce que vous avez réussi à descendre, peut-être au niveau des chevilles, peut-être vous avez touché le sol, peut-être vos mains sont à plat au sol, peut-être que vous n'avez pas réussi à descendre en dessous des genoux. Mais en tout cas, voilà, vous faites 3-4 répétitions et la dernière, ce sera votre évaluation. OK. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc, vous marquez bien sur une feuille. OK. Si vous... Alors, il y avait une feuille, normalement, je crois, en copie, une feuille de test en copie du mail. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous mettez juste, voilà, test 1, ça, test 2, ça. Tac. Et troisième exercice, vous pouvez vous mettre debout. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre toujours pareil, hein, les pieds joints. Alors, on va garder les pieds joints. Pourquoi? Pour avoir toujours la même base de travail, hein. On va garder les pieds joints, on va mettre les deux bras ici, les deux mains jointes. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer, on va faire, non, c'est pas évident avec le micro, on va faire une rotation de buste. On va faire 3-4 fois, et la dernière fois, on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc, on fait ça d'un côté, et puis de l'autre. Tu peux faire les tests assis, il n'y a pas de souci. Bon, si tu es sur une chaise qui tourne pour la rotation de buste, donc voilà. Et c'est Et, bien d'aller regarder où c'est que vous allez trouver votre cible sur la rotation à droite et à gauche. Et les vous vous pieds joints, remettrez hein. toujours au même endroit. Et vous regarderez, l'objectif, c'est de voir si vous arrivez à aller plus loin sur la rotation ou pas. Ouais. Alors bien les pieds joints, parce que j'en ai vu certains qui avaient les pieds décollés. Pourquoi les pieds joints? Parce que si à la prochaine répétition, bah, vous mettez les pieds joints, bah, vous irez peut-être moins loin. Et qu'à la prochaine répétition, vous mettez les pieds écartés, bah, vous irez peut-être plus loin. Donc au final, ça va fausser les tests. On fait toujours les tests. Les tests doivent être reproductibles en permanence et vous doivent être faits toujours de la même façon. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vous retester ce soir, il faudra faire 3-4 répétitions et après vous prendrez la dernière répétition comme référence. OK. Voilà, on vous a proposé 3 tests. Ça aurait très bien pu être un test de mobilité de la cheville. Ça aurait pu être voilà, plein de choses C'est différentes. de l'output. C'est de l'output. Ça aurait pu être un test de marche. Et là, vous comprendrez, ben, surtout pour ceux-là qui sont inscrits aujourd'hui sur la formation ou ceux qui sont déjà sur notre formation, voilà, vous allez comprendre rapidement que juste en marchant, vous allez voir énormément de choses. OK. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a marqué ses petits trucs? Super. On enchaîne. Donc, premier axe de travail qu'on va faire ce soir, ben, on va travailler sur l'aspect proprioceptif. OK. Et on va commencer Somesthésie. somesthésie. Voilà. Nous, Mm. on appelle ça proprioceptif parce que ça parle à tout le monde. Même si ça parle mal, des fois, à tout le monde, la proprioception, on va pas revenir sur ce débat, mais en gros, le vrai terme qu'on devrait utiliser, c'est la somesthésie parce que c'est un ensemble de plein de choses, dont la proprioception. Donc, on va tout simplement travailler sur un glissement antéro-postérieur de la mâchoire. Donc, en gros, c'est qu'on va venir ramener la mâchoire vers l'avant, vers l'arrière, sur un tempo de 5 secondes pour l'emmener vers l'avant, 5 secondes pour l'emmener vers l'arrière, et vous allez faire entre 8 et 10 répétitions. Ok, donc tranquillement, on vient emmener la mâchoire vers l'avant sur 5 secondes et vers l'arrière sur 5 secondes. Dès que vous travaillez sur de la proprio au niveau articulaire, du type CARS, enfin, en fait, c'est linéaire, circulaire, lemniscate, il y a toute une progression. L'idée, ça serait de toujours mettre un métronome. Pourquoi toujours? Parce qu'on sait que le métronome stimule énormément le cervelet. Et quand on parle de proprio, le cervelet est quand même assez central. Le cervelet en charge du rythme, etc. Tu veux mettre un métronome? Ouais, je suis en train de le setup. Ok, je te laisse faire. Vous l'entendez? Je vous ai mis un métronome sur 60 BPM. Donc, du coup, il doit y avoir 5. Enfin, dès qu'il y a un truc plus. Le tic, c'est à 4 temps, donc 4 secondes. Mais vous comptez 1, 4, 5. Et vous comptez 5 secondes pour aller vers l'avant, 5 vers l'arrière.
On pourrait même aller sur 8 secondes vers l'avant, 8 secondes vers l'arrière, pour qu'on se retrouve à la moitié du mouvement et à la fin du mouvement sur une tonalité différente. Adrien, tu pourrais juste remontrer, s'il te plaît? Alors, c'est vraiment là la mâchoire, c'est pas la tête hein, qui doit aller vers l'avant ou vers l'arrière. C'est un autre style de stimulation somesthésique, la tête, mais c'est vraiment là, vous savez, la partie basse de la mâchoire qui va aller vers l'avant et vers l'arrière. Donc, c'est un glissement vers l'avant et vers l'arrière. Je pense qu'on est bon. Yes. Donc, une fois que vous Vous avez pouvez fait ça, retester. donc c'est quelques fois, bah là, vous refaites vos tests. Vous avez pris 3 tests, refaites vos tests. Et vous marquez pour chaque test ce que ça a entraîné. Donc, vous vous rappelez, on fait 3-4 essais. Hop, le dernier, c'est le test maximal. Et pour chaque test que vous allez faire, vous allez dire, ah tiens, est-ce que ce test a amélioré ma rotation externe à droite? Oui, non, bof. À gauche, oui, non, bof. Est-ce que ça a amélioré mon to-touch? Oui, non, bof. Est-ce que ça a amélioré ma rotation du buste? Oui, non, bof. Et on se rappelle, on se teste toujours avec les pieds joints. Moi, par exemple, là, le fait d'avoir fait ces glissements antéro-postérieurs de la mâchoire, ça réduit mon amplitude au niveau du to-touch. Donc, voilà, petit peu plus rigide là, au niveau des ischios, c'est tendu. Vous pouvez le noter dans le chat hein, si vous avez une amélioration du nom, ou si c'est sensiblement équivalent. Alors, dites-nous tout. Réduction de l'amplitude, rotation du buste. OK. Et sur le reste, Stéphanie? Très intéressant. Anne, pareil, diminution du to-touch. OK. Et sur les autres tests, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y a une amélioration? Ouais. Race sur le reste. OK. Donc là, par exemple, on voit typiquement s'il y a une diminution, bah, c'est ce qu'on appelle un exercice basse performance. Amélioration de la rotation externe gauche, mais pas droite. Pareil sur le buste, Lindit. Barbara améliore to touch et rotation. Stéphanie, quoique pas sûr sur les bras. Ok. Jérôme, ischio plus raide, rotation externe droite mieux, gauche race. Titi, OK pour les rotations, augmentation du to touch sauf l'épaule. BA, diminution, rotation externe droite et gauche et rien sur la rotation. Thomas, ischio plus raide. OK. Vous voyez, vous avez tous à peu près déjà là. On a fait un seul exercice et vous avez déjà tous euh, des, euh, des sensations différentes. OK, rotation, OK, ischio. Améliore to touch et rotation droite. OK, super. Romain, je te laisse faire le prochain exercice. Ouais. Au niveau des cervicales, on va bosser sur un glissement latéral au niveau des cervicales. Donc l'idée ici, ça sera de faire ce mouvement-là. Donc on imagine qu'on a la tête sur un bar ici, et on est capable de glisser 5 secondes vers la droite, 1, 2, 5 secondes sur la gauche. 4, 5, 1. OK? Si vous avez du mal, vous pouvez mettre, je mets un peu plus bas, vos doigts au niveau des tempes. Vous les décalez d'1 à 2 cm. Et d'ici, vous venez toucher le doigt. Toucher le doigt. OK? Et on cherche une V1. V1, c'est vitesse 1. En fait, il y a 4 vitesses d'entraînement. C'est V0, V1, V2, V3. Ou ouais, c'est ça. Et on travaille sur ces différentes vitesses. Là, on n'est que sur du linéaire. C'est la première étape proprioceptive en linéaire sur la première étape de vitesse qui est la V1. Suite à la V1, on descend en V0 ou on monte en V2 sur le proprioceptif. Et pareil, je vous remets le métronome. Ça peut vous aider.
OK, on refait les tests? Donc, rotation externe, le to-touch et la rotation du buste. Si vous en avez pris d'autres, bah, faites. C'est là où on aurait pu faire un test de mobilité de cheville. Et comme c'est une stimulation tout de suite du système nerveux central, bah, il y aurait eu des effets même sur un membre qui se trouve à l'extrémité. Vous pouvez remettre les bras. Les bras. Comment ça, Stéphanie? Vous pouvez remettre les bras. J'ai pas compris. Remontrer les Remontrer. bras. Rotation externe. Donc en fait, tu es là. Bon, tu mets à peu près ici le bras à 90 degrés, puis à 90 degrés. Tu viens chercher vers l'arrière, 3-4 fois, et tu vas le plus loin possible vers l'arrière. Alors, BA, rien à signaler sur la rotation externe des bras, diminution de la rotation du buste bilatéral. Eddy, fait sur cheville car opéré, c'est OK. OK, ça veut dire que c'est mieux ou ouais, c'est mieux? OK, nickel. C'est bien si c'est OK alors. T'es OK, t'es in, t'es bat. Mais c'est super intéressant. On disait au début sur une des slides que c'est individuel et que c'est des aptitudes. Mais au final, on voit que tout le monde répond un peu différemment Hmm. sur des exercices, somme toute, ultra basiques. Donc, imaginez quand vous vous entraînez, quand vous bougez dans tous les sens, etc. Tu vois, là, il y a des gens qui nous disent c'est mieux surtout, et d'autres qui nous disent bah, rotation externe, c'est toujours aussi pourri. Donc là, en fait, tout le monde, c'est là où en fait, on va chercher à vraiment individualiser en fonction des gens le travail. Diminue la rotation du tronc droit et gauche et améliore plus le to touch. Super. Donc pour les gens par exemple qui font du yoga, bah, c'est nickel. Petite salutation à la fin là. Épaule amélioration des deux côtés, buste race, to touch mieux. Tous les tests plus pour Jérôme, génial. Un peu mieux, Jérôme, tu as épaule un rotation exercice high externe. perch du coup là. Ouais. Donc là, tu sais que celui-là, tu vas le garder, quoi. Il reste pareil ischio, pareil épaule, rotation tronc, revenu normal. OK. Améliore tout sauf rotation externe gauche. OK. Et plus pour cervical. OK. Donc voilà, notez-vous tout ça et On exercez-vous passe à la suite. dans les prochains jours. Voilà, un peu tous les jours. On vous expliquera à la fin. Ensuite, on va travailler l'équilibre. Vas-y, je te laisse traiter. Euh, J'ai envie de changer l'exo en fait. Bah, vas-y, On fais-toi va faire un plaisir. autre exo, c'est pas du tout activation des canaux, mais c'est un peu plus évolué. Vous allez vous tenir grand et droit. Vous allez prendre une cible devant vous sur un mur, quelle qu'elle soit, ça peut être une photo, n'importe. Et je vais vous demander en fait d'incliner la tête à droite dans un premier temps. Une fois que vous avez incliné la tête et que vous regardez votre cible, vous allez rebondir. Je garde mon contact au sol avec mes plantes de pied. C'est simplement mes talons qui viennent taper dans le sol de manière à stimuler les saccules et en même temps, on est sur une stimulation des canaux, enfin de certains canaux. Donc ici, je suis sur place, je tape mes talons au sol tout en regardant une cible. Et ce qu'on va faire de cool, parce que pour l'instant, en fait, ce qu'on n'a pas dit sur la partie proprioception, c'est qu'on a fait, il y a 3 règles en fait. Céphalo-caudal, proximo-distal, donc cerveau vers les extrémités, du centre vers les extrémités. Et la 3e règle qu'on met en place, c'est stabilité réflexe avant le mouvement volontaire. Ce qu'on a fait sur la proprioception, c'était vachement proche du cerveau et proche du centre. OK? Et c'était en bilatéral, entre guillemets. Là, maintenant, ce que j'ai envie de faire au niveau de l'équilibre, comme on l'avait mis, c'est de voir s'il y a un débalancement droite-gauche. Un exercice simple, du coup, c'est dans un premier temps, on va tous bosser à droite. On fixe, on plante la tête et ici, pendant 15 secondes, on va venir rebondir. OK? On retestera tous les exercices et ensuite, on fera la même chose à gauche. C'est bon pour vous? Je vous mettrai un métronome, peut-être pas à 240, mais Donc là, à les rebonds, c'est comme, 660. c'est comme si vous vouliez rebondir, sauf que votre plante de pied reste au sol, c'est juste les talons qui viennent taper le sol. Sur On le n'entend rythme pas du trop. métronome.
On n'entend pas trop le rythme du métronome. Hop, on peut retester. Alors Arnaud nous dit baisse d'amplitude sur les exos basse perf, mais comment on peut expliquer cette baisse d'amplitude? Tu reviendras tout simplement sur l'infographie de la balance. Du coup, Notre ton survie, corps, la survie, la performance. Ton corps, le fait d'avoir la tête inclinée à droite et de rebondir, à savoir d'avoir une stimulation importante de l'organe vestibulaire à droite, il perçoit ça comme quelque chose de menaçant. Et donc, du coup, il vient t'informer que, oula, par des outputs de survie, donc restriction de mobilité, fait partie des outputs de survie, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il porte un nom, cet exo. Skippy. Trouve-nous un nom, Barbara, ce sera le tien. Sinon, on l'appelle le Barbara. Le Il n'y Barbara. a, a pas de nom, je suis désolé. Je réfléchis pas trop en nom, en fait. On stimule les saccules avec une inclinaison de tête pour certains canaux. Mais en vrai, tu pourrais le faire aussi si tu veux. Là, tu es ici, et tu rebondis sur place. C'est pas les mêmes canaux, mais ça travaille aussi sur autre chose, en fait. Après, on peut trouver des noms. Ouais. Alors, je sais plus où on en est. Améliore rotation externe du bras droit et diminution rotation du buste à gauche. Bon, après, je ne peux pas me mettre encore debout, donc j'ai adapté. OK. Guillaume qui Ouais. doit nous quitter. Bonne soirée. Bonne soirée, Guillaume. De toute façon, tu auras le replay. Titi, épaule Bras toujours droit va pourrie et plus le en reste OK. arrière. Stéphanie, Hein? bras droit va plus en arrière. Et il Ouais. dit cheville rien, épaule mieux, ainsi que rotation. Ok. Titi, pardon. Titi, ouais. Épaule, Épaule toujours épaule pourrie. toujours pourrie, le reste ok. Barbara, ça me va. De trouver des noms? Bah, t'as jusqu'au séminaire de juillet, Barbara, pour nous trouver des noms. Et Jérôme. on va. Oh, on a perdu Romain. Jérôme, perte de rotation au niveau de la rotation externe droite et gauche. Race sur le two touch et rotation du buste. OK. Euh, Allô, allô? 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 Vous m'entendez? Non? Ouais. Ça a bugué un peu Ah, là. ok. On fait le côté gauche? Ah, vous m'entendez? Ouais. Ça bug un peu. C'est Adrien qui a bugué en fait. Ouais, c'est moi qui bug. Ouais. Ouais. On va faire le côté gauche. Du coup, on se met debout. Je prends un point devant moi. Je vais venir incliner la tête et je vais venir faire des rebonds sur place. Ok, on peut retester. Stéphanie, du coup, ce que tu peux faire, tout simplement, ça va être de reprendre un des exercices qui t'avait amélioré au début. Tu refais cet exercice-là et tu retestes. Côté gauche fait, plus rien ne va. Bras et rotation bloqués. Ah ouais. Le two touch ne me pose aucun problème. Je pose les deux mains à plat tout le temps. OK. Donc par exemple, tu vois, tu aurais pu sélectionner un autre exercice. Tout améliorer. Parfait. Bah, Niert, il y a un Nickel. petit exercice à faire au milieu de ta salle de sport
qui ne porte pas encore de nom, tous les jours avant l'entraînement. Ça roule, Lindit. Et c'était mieux quand tu avais la tête inclinée à droite, sachant que Lindit avait des soucis du côté droit aussi, j'ai vu avant. Oui, clairement, du côté droit, c'était mieux. Bon, ben nickel. Eddy, cheville mieux, le reste aussi. Thomas, il est en pour tous les retests. Titi, épaule toujours pourri, le reste ok. Ce qui est Ok, nickel. intéressant sur ton cas, si on peut dire, Lindit, c'est qu'un peu plus haut, tu avais dit amélioration de la rotation externe à gauche, mais pas à droite. Pareil sur le buste. Et en fait, le fait de ne pas avoir d'amélioration sur le volontaire du côté droit fait penser à la troisième loi, céphalo-caudale proximo-distale, stabilité réflexe avant le volontaire. Le fait d'avoir incliné la tête à droite et de rebondir sur place avec la tête inclinée à droite, on est sur de la stabilité réflexe sur du tronc cérébral et plus particulièrement sur le nerf 8 qui se situe dans le pont et qui est en charge de l'extension, d'où la rotation externe améliorée. Stéphanie, tu ne te rappelles pas les exos précédents, ceux qu'on a fait comme exo correctif au niveau somesthésique. Donc, si tu ne te rappelles pas, ben, c'est pas grave, tu auras un replay. Donc, tu pourras regarder le replay. Et puis voilà, comme ça, tu auras tous les exercices. Eddy, mieux sur inclinaison gauche, cheville droite. Ok, Ok, super. On va passer au dernier. Alors, convergence du nerf 3. Je le fais? ouais, vas-y. Vous allez prendre un stylo. Vous avez tous un stylo, je pense, chez vous, quelque part. Et vous allez sortir la bille du stylo. Ouais, on va aller venir chercher la pointe de la bille du stylo. Ce que vous allez faire, et c'est très important, je vais essayer de me mettre proche pour que vous voyez bien, ça va être de venir travailler. Il va falloir que vous suiviez la pointe de la bille du stylo entre les deux yeux, ok? Pas en bas, parce que sinon on va travailler un autre nerf, mais vraiment ici au milieu, tac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le stylo assez loin devant soi, ok? Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement un travail de convergence. On va venir se concentrer, on va regarder la pointe de la bille du stylo, on va le ramener hop, entre les deux yeux, on continue à rester dessus, dessus, dessus. Hop. On ferme les yeux, on relâche, on remet loin le stylo et on recommence. Donc là, on vient travailler sur de la convergence oculaire. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc vous essayez d'être le plus droit possible. J'étais un peu penché pour vous montrer. Essayez d'être le plus droit possible, de mettre le stylo bien droit devant vous et vous venez et vous fixez des yeux la pointe de la bille du stylo. Hop, et vous essayez de garder vos deux yeux dessus. Vous fermez les yeux pour relâcher un petit peu et puis vous recommencez. Donc vous faites pareil, une dizaine de répétitions tranquillement, hein. Vous mettez 5 secondes à peu près pour venir jusqu'à vos yeux. On vous laisse faire les exercices et Romain qui a posé une question à Lindit en attendant, c'est pour savoir si quand Lindit marche, si son pied droit est plus en rotation externe que le gauche. Après, ce qu'on pourrait même faire à la limite, si Lindit l'accepte, ce serait de faire un petit test, si elle le veut bien, se mettre à l'écran, on verra après. Donc, une fois que vous avez fait une dizaine de fois ça, sur un rythme de 5 secondes pour venir, eh ben, vous retestez de nouveau les différents petits exercices. Alors, on regarde toujours, ouais, je sais que c'est dur, on essaie de garder la tête droite. C'est pas grave. Faudrait filmer, en fait, tout simplement.
Vous nous notez si c'est mieux ou pas, ou moins bien. Plus je fais les exos et moins j'ai d'amplitude. Donc c'est pareil pour Thomas. Régression sur les 3 exos pour Titi. Bah, c'est que ce soir, c'était votre soirée des exercices basse perf, hein. Légère amélioration à droite pour la rotation externe bras et rotation buste. Bof to touch dégueu pour les rotations buste. J'ai les yeux pourris. Stéphanie qui sera sûre de voir tout le monde pourri, comme ça elle se dit que c'est pas la seule. Jérôme, to touch mieux, rotation externe droite, race, rotation externe gauche moins bonne, buste droite moins bonne, race à gauche. Yes, mieux ischio, épaule pareil, rotation buste moins. Lindy, amélioration à gauche, buste, amélioration à l'épaule, to touch comme d'hab. Eddie, déjà travaillé tout à l'heure, mais refait idem sur les tests. Benjamin améliore rotation de buste plus sur elle. Le reste égal, ok. Alors sur la vision, comme vous l'avez vu, sur l'oculaire, on a choisi la convergence NER3, de nouveau parce que c'est entre guillemets en bilatéral, qu'on va cibler le tronc cérébral et cette fois-ci sur une portion qui s'appelle le mésencéphale et qui est plus en lien avec la flexion. Donc du coup, c'était histoire d'avoir des exercices qui ciblent un peu à droite à gauche pour que vous ayez, si possible, quelques exos pendant la séquence, que ce soit au niveau oculaire, vestibulaire ou proprioceptif qui matchent. Voilà. Et l'idée de base, maintenant que vous avez un peu testé, en fait, on peut revenir tout en haut, un peu plus haut, là, juste ici, sur l'entonnoir. Ok. L'idée, elle est simple, c'est que ce que vous avez fait là, c'est tout simplement la partie validation, sélection des exercices. En gros, toute la réflexion qu'on vous a donnée avant en théorie va partir de l'anamnèse pour choisir côté droit, côté gauche. En fonction de l'analyse de la marche, on va choisir des tests. On va réaliser ces testings, que ce soit sur de l'oculaire, du vestibulaire, du proprioceptif, de manière à affiner les hypothèses. Et derrière, on va mettre en place un test d'output qui parle à la personne. Ça peut être de la mobilité, ça peut être de la force sur un DRM, ça peut être de la vitesse, même si c'est un peu compliqué, dans le sens où tu te fatigues. Donc, il faut quelque chose de reproductible. Et s'il y a de la fatigue qui s'instaure, c'est compliqué. Mais on l'a déjà fait sur des sauts verticaux, par exemple. Ça marche assez bien, ça. Mais il faut être assez proche, on va dire, au niveau de la confiance des données, de quelque chose de ciblé pour choisir des exercices d'output qui induisent de la fatigue. C'est-à-dire, si tu mets 50 exercices à trouver les trucs qui matchent, ça ne va pas le faire d'utiliser un CMJ. Vaut mieux utiliser de la mobilité. Mais par contre, si tu as une personne qui a un profil assez clair devant toi, tu peux aller tester ce type de truc et on a observé entre 5 et 10% de gains. Les gains ne sont pas dus à une prépa physique, ce sont simplement des gains latents qui sont dans le système de la personne et qui correspondent à 5% de grattage sur son éventuel 100%. Vous comprenez l'idée? Et donc, du coup, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est simplement la sélection des exercices avec la validation au travers de tests d'output qui nous donne un programme RNP, c'est-à-dire les exercices qui étaient high perf pour vous, vous pouvez les placer à l'échauffement ou en fillers pendant votre séance, c'est-à-dire pendant les temps de repos. Les exercices qui étaient basse perf, vous pouvez les placer plutôt le matin en sandwich avec un exercice high perf ou alors le soir avant d'aller vous coucher, jusqu'à ce que ces exercices faible performance, quand vous les réalisez, n'amènent plus une diminution d'output ou du moins un décalage de l'output vers la survie. C'est le premier des objectifs. Voilà. Alors Arnaud qui nous demande pourquoi doit-on continuer à intégrer des exercices basse perf en sandwich si cela nous a fait régresser en testing?
En fait, il faut que tu comprennes, Arnaud, que on a stimulé un système. Si quand tu fais ça, c'est basse perf, il faut que tu continues à le placer en sandwich jusqu'à ce que quand tu fasses ça, tu ne régresses pas en performance d'output. Sinon, dès que tu es sur le terrain, imaginons tu changes, je ne sais pas si tu es sportif, tu es footballeur, tu changes de direction et tu fais ce mouvement-là, à chaque fois que tu fais ce mouvement-là, tu as une diminution de performance. En tant que sportif, ça peut être le siège d'une blessure ou ça peut être tout simplement une diminution de perf dans le sens où tes changements de direction vers la gauche, ils sont pourraves par rapport à la droite. Et derrière, on peut appeler ça autrement, mais je pense que ça se régule. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez compris un petit peu? Je réponds aux messages en privé. Essayez de les poser à tout le monde, comme ça. Tac. Ouais. Si vous avez des questions, bah, profitez-en. Tout est clair. OK. Donc voilà, vous avez vu un petit peu bah, après comment on peut aller chercher une amélioration en fait de l'optimisation et tout simplement on vient stimuler le système nerveux. Si il estime que c'est pas sécuritaire pour lui, bah, ça sera basse perf. S'il estime que c'est sécuritaire pour lui, hop, on va partir dans du high perf. Et c'est là où ça va être intéressant d'aller individualiser les exercices pour permettre une amélioration, une optimisation en tout cas immédiate de performance pour les sportifs. Vous êtes en compétition, vous avez vu, là, vous avez gagné en mobilité. On pourrait faire un test de force, ça serait les mêmes rendus, puisqu'on vient juste d'améliorer le système nerveux central et les informations qui y passent. Donc, vous êtes en, je sais pas, une compétition de force, de vitesse, peu importe, et vous devez performer. Et ben, vous faites ces petits high perf juste avant. Et là, ce sera toujours un gain pris. C'est de la PAP, comme disait Romain, pour ceux à qui ça parle. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple votre exercice vestibulaire à droite était intéressant pour vous, c'est de la high perf. Rien ne vous empêche d'aller vous placer ici, par exemple, avec un bras ici, comme sur du tennis, et aller rebondir là. Et donc, du coup, aller progressivement sur les positions de force dans les différentes disciplines sportives. Alors, Lindit, j'ai peut-être raté quelque chose, mais pourquoi faire l'exercice avec la mâchoire? Dans le sens, pourquoi la mâchoire et pas une autre partie du corps? C'est ce que expliquait Romain tout à l'heure. C'est avec la loi céphalocodale. On commence le plus proche là, du cerveau, mais on aurait très bien pu faire aussi un exercice éloigné. Mais là, voilà, ça va dépendre. Tu vas voir dans la formation, tu vas, ça va te permettre d'affiner un petit peu et de comprendre pourquoi on utilise tel ou En tel fait, exercice. j'ai choisi la mâchoire et les cervicales tout simplement parce qu'on cible le vermis, qui est la partie centrale du cervelet, qui a travaillé avant la partie médiale ou latérale. Et comme on est sur un cours d'introduction, je me suis dit qu'on va partir sur quelque chose qui, de toute façon, s'il y a un souci là-dessus, on le place en premier avant la suite. Et on va partir là-dessus de manière à mettre en place ce cours d'intro. Mais il n'y a pas de. Vu qu'il n'y a pas eu d'anamnèse, analyse de la marche, confluence de données, c'est juste arbitrairement qu'on a placé ces exercices-là par rapport à la loi du céphalocodal proximodistal. Et par rapport au fait que cervical, mâchoire, on parle du vermis, qui est la partie centrale du cervelet. Mais en fonction des problématiques, rien ne t'empêche de travailler tout simplement, tu sais, sur le poignet, Ouais, le poignet. euh, après les rotations, les miscat avec le poignet, etc. Donc voilà, mais là, ça va être de l'individualisation par rapport aux problématiques que tu vas rencontrer. Ok. Il n'y a pas d'autres. Ça a été clair alors. Si vous n'avez pas énormément de questions, c'est cool. Tout ce qu'on vient de dire, bah, vous voyez en plus détaillé bah, dans la formation Labo RNP, sachant que la formation de Labo RNP, elle se déroule en deux parties. Il y a la formation Labo Intro. Donc l'intro, c'est un petit peu bah, toute une introduction au système nerveux central, donc en neurologie fonctionnelle, avec la posturologie, avec les réflexes archaïques, avec des mises en pratique, etc. Et après, Labo RNP,
ça va être la suite, l'approfondissement de pourquoi ça ne va pas, ce qu'on peut améliorer, etc., etc. Et vous m'entendez? Parce que Ouais, c'est bon. je crois que j'ai ma caméra qui s'est coupée. Donc dans LabRNP, vous avez 6 modules, parce qu'on vient juste de refaire, hein. Avant, il y avait 8 modules. Là, on a refait la formation complètement pour l'agencer au mieux et puis on essaie de faire évoluer constamment la formation, hein. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a sorti la formation, on en est à la troisième évolution. L'objectif, on écoute les gens, nos élèves, sur la formation et on essaie de s'adapter au mieux euh, pour optimiser leur apprentissage en priorité. Et donc, voilà, on a refait plusieurs fois la formation. Là, elle est en 6 modules. Donc, le module 1, c'est de la neuro. Il est assez complet, avec beaucoup de mise en pratique, etc., pour que vous sortiez du module 1 et que vous sachiez déjà quasiment tout faire. Après, module 2, posturologie. Module 3, c'est les réflexes archaïques. Pareil, on étudie, on voit 18 réflexes archaïques, on étudie leur intégration, etc. Vous avez une bibliothèque d'exercices. On vous donne une bibliothèque d'exercices en tout, entre la neurologie fonctionnelle, la posturo, les réflexes archaïques. Je sais plus, il y a des milliers d'exercices. Donc, voilà, il y a des Bah, ce qui est possibilités, hein. important, c'est plus, ce qui est important en vrai, c'est plus la réflexion qu'il y a derrière, Ouais, à mon sens. une fois que vous avez compris, Mm. vous arriverez à trouver des exercices de toute façon qui seront adaptés. Le module 4, on parle de réathlétisation. On essaie de, on va pas réinventer la réathlétisation, c'est plutôt redonner des bases à la réathlétisation parce qu'on voit que souvent par effet de mode, Mm. c'est mal fait. Donc on redonne des Ah, bases c'est à pas la que c'est mal fait. réathlétisation. C'est mal amené. Mm. Et voilà, donc en fin de Ouais. compte, on redonne les bases de la prépa physique en expliquant bien comment on peut intégrer toutes ces notions, faire le lien en fin de compte avec la neurologie, les réflexes archaïques, etc. Et Et en fait, je peux rebondir sur le parti réathlé? vas-y, rebondis. Boing. En fait, Brain. l'idée, elle est simple, c'est que la partie réathlée, il y a des problématiques en réathlé qui sont soulevées par la littérature. Et ces problématiques, on peut y répondre au travers des réflexes archaïques, de la neurologie appliquée à la performance, neurologie fonctionnelle chez les anglo-saxons, et la posturologie. Clairement, on peut y répondre, et tous les cas de récidive, etc., tout ce qui va être répondre aux questions de RTP, RPP, enfin, tous les différentes étapes de return to play, return to sport, return to performance, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'outil RNP et les différents outils que compose l'outil RNP, on peut répondre à pas mal de questions qui sont posées dans la littérature par rapport à la réathlée et le retour de blessure. Mais ce retour de blessure, on en parle du côté prépa physique et pas du côté kiné. À savoir que je suis prépa physique et il faut un certificat de non-contre-indication à la discipline sportive pour pouvoir passer en réathlé. Sauf si tu es peut-être dans des structures et vous vous arrangez, mais en tant que libéral, tu n'interviens sur un ligament croisé qu'à partir de 6 mois, au moment où il y a le feu vert médical, le feu vert paramédical et le feu vert chir. Et c'est dans ces étapes-là, de 6 à 9 mois sur un croisé, par exemple, quels peuvent être les apports de la RNP, en fait. Voilà, Yes. pour Et répondre donc aux ça, problématiques. Pardon, bon. c'est Non, ça, oui. vas-y, pour répondre aux problématiques. Ouais, C'est c'est bon? bon, pour reprendre Ah, aux ok. problématiques. Donc le module 5, maintenant on y a mis tous les add-ons de la posturologie. Pourquoi? Parce que comme on vous a dit, un corps humain, il faut le traiter de manière holistique. On ne dit pas que la neurologie fonctionnelle, c'est ce qu'il y a de mieux, que la posturologie, c'est le mieux, le réflexe archaïque, c'est le mieux. Il faut faire un mélange de tout ça, mais aussi un mélange de plein d'autres choses. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est aussi savoir s'entourer de plein de professionnels compétents, des kinés, des ostéos, des chiros, peu importe, des dentistes. Voilà, il faut savoir s'entourer d'une vraie équipe qui pourra compléter là où vous êtes peut-être un petit peu moins bon, parce que c'est pas votre spécialité. Mais on parle dans ce module add-on, on va parler de sommeil, de nutrition, même de sons binauraux pour ceux qui connaissent, donc tout ce qui est fréquence, etc. On parle de relaxation, hypnose, etc. Donc voilà, on brosse vraiment large, on parle de la douleur, on explique un petit peu ce que c'est la douleur. Donc voilà, c'est un melting pot de plein de choses qu'il faut intégrer. Et le dernier module, c'est des mises en pratique
des études de cas et du coup aussi après la certification. Parce que la certification RNP, c'est une centaine de questions où il faut avoir 95% de bonnes réponses et faire 3 études de cas à rendre pour être certifié Labo RNP. Donc voilà. Et une fois que vous avez tout ça, bah, vous pouvez facilement vous occuper de n'importe qui et leur refaire exactement ce qu'on a fait ce soir et plus si affinité. Je vous mets le lien vers la formation ici, hop, dans le chat, comme ça vous avez tous accès. Pour ceux qui se posent des questions, on a des paiements en plusieurs fois, donc vous pouvez payer jusqu'à 6 fois sans frais. Et la cohorte, par contre, vous savez, on ne fait que 3 cohortes par an. Donc là, c'est la 2e cohorte de l'année. La cohorte ne dure que 10 jours. Pourquoi? On n'est pas des grands fans du marketing, donc on ne veut pas faire de la vente à l'année et on ne veut pas faire ça pendant un mois. On ouvre pendant 10 jours les ventes et en fait, on préfère travailler, nous, sur les améliorations, les évolutions de la formation et sur le rendu qualitatif de nos élèves pour qu'ils sortent le plus expérimentés possible. Sachant que quand vous venez sur la formation, il y a à peu près 45 heures de cours, de vidéos. Donc 45 heures de cours, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses à intégrer. Et à la fin, vous avez accès aussi à 2 jours de séminaire en présentiel. Donc voilà, pendant ces 2 jours, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Et notamment, sur le prochain séminaire, on a Mathieu Bouchard, qui est l'invité de la conférence là, du 5 mai, qui va nous parler du lien entre les hormones, la posture, euh, les nootropiques, etc. Enfin, on va parler de Ouais, les neurotransmetteurs. neurotransmetteurs, parce que voilà, les neurotransmetteurs, Mm. c'est super intéressant. On va pas vous dévoiler parce que de son côté, je sais que Romain fait beaucoup de boulot sur ses athlètes avec beaucoup de choses en lien avec ce que Mathieu peut amener, etc., les Mis en discussions qu'on a place, ouais. avec lui. Mm. Et donc, voilà, il y a des résultats assez exceptionnels, mais voilà, on en parlera un peu Ouais. plus tard de tout ça. Et c'est ça l'idée aussi des cohortes. Il n'y a que 30 personnes parce il y a un séminaire présentiel qui est limité en place. Et Ouais. l'idée, c'est que tout le monde fasse la formation online pour avoir les bases théoriques, les grosses bases. Je ne sais pas si on appelle ça des bases. Mais en gros, commence à mettre en place de son côté tout ça. Il y a le groupe privé où vous posez vos questions et tout ça. Et à un moment donné, ça doit déboucher sur le séminaire présentiel où l'objectif n'est plus de faire de la théorie, mais de la mise en pratique avec des personnes qui sont dans le même bain, en fait, qui mettent en pratique avec des personnes et tout, et aller chercher les petites améliorations sur votre mise en pratique pour que réellement, à la fin du séminaire, vous soyez en mesure, en 5 minutes, d'analyser une marche et de proposer des exercices immédiatement. Ouais. Ouais, c'est une notion que tu dis, on répète, il n'y a que 30 places sur cette nouvelle cohorte, sachant qu'il y a déjà 10 places qui ont été prises aujourd'hui. Je n'ai pas Ce matin, vérifié ouais. mes mails de ce soir, Mm. mais il y a déjà une dizaine de places qui sont parties. Donc voilà, il ne reste plus beaucoup de places. Et pour le séminaire en présentiel, il ne reste plus que 6 places. Donc voilà, ça limite. Et Lindit, par rapport à ce que tu m'as demandé, normalement c'est bon, tu es bien inscrite au séminaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, hein, si vous avez des questions sur la formation, sur la neuro, ce que vous avez vu ce soir. Donc ce soir, on a vraiment vu une toute petite partie même de la neuro. Comment s'inscrire sur le séminaire en présentiel, Anne? Il va falloir qu'on t'envoie un lien. Il faut que je redemande à notre web marketrice. Où est le lien? Je demande tout de suite. Tac, pour le séminaire présentiel. Tac. Je pense qu'elle me répondra soit ce soir, soit demain. Et, et comme ça, on vous enverra le lien directement. Je coupe juste l'enregistrement.